Stan, salut, bienvenue chez moi. Donc on va faire une petite interview vite fait pour parler de toi, de tes projets, de ce que tu fais actuellement. Je crois savoir que tu es issu d'une famille nombreuse. Oui, d'une grande famille. On est 6 garçons et 3 filles. Hmm. Et je suis l'aîné de cette grande famille. Donc j'ai grandi avec des bébés autour de moi. C'est bien, donc tu es musicien, comme chacun le sait. Mhm. Comment t'es arrivé à la musique? Eh ben, je suis arrivé à la musique par le fait que ma famille, donc ma mère est italienne, donc on imagine bien que c'est une famille très croyante. Nous, on a Hmm. grandi en allant à la messe le dimanche et ma mère voulait à tout prix que je puisse jouer le piano le dimanche et donc m'a inscrit assez tôt, malgré qu'on était une famille nombreuse, malgré qu'on n'avait pas de sous. Elle s'est saignée pour payer des cours d'abord de solfège. J'ai fait 2 ans de Hmm. solfège et pour faire du piano. Donc j'ai commencé la musique un petit peu par un biais pas très conventionnel et à jouer dans les églises, les cantiques de l'église. Il n'y a pas de, Voilà. de... Et à 17 ans, j'ai décidé de monter mon premier groupe et j'avais besoin de mon premier clavier. Et ma mère m'a offert ce premier petit clavier qui était un Roland à l'époque, je crois. Hmm. Et j'ai monté mon tout premier groupe à 17 ans. Olga 128. Olga 128, qui s'appelait Olga 128, qui a une sacrée histoire. Olga était le nom de ma voiture. Ma toute Hmm. première voiture était une Talbot Horizon orange que je trouvais pas très très belle et du coup avec un ami américain, on avait décidé de la repeindre entièrement Hmm. et de lui mettre un petit peu des côtés tag sur toute la voiture et de l'appeler Olga. Et cette voiture, on l'a appelée Olga. Et le 128, ça venait de mon guitariste Toff sur une anecdote. Euh, Hmm. je ne pourrais pas la raconter ici, mais qui est donc rajoutée au nom. Et donc, on a eu ce groupe qui s'appelait Olga 128 Ok. et avec lequel on a écrit nos toutes premières chansons. Et il y avait d'autres musiciens dans le projet? Ah, on était 4, on a toujours eu la paire Toff et moi-même. On Hmm. écrivait les chansons, écrivait les textes, écrivait la musique. Toff se chargeait d'écrire les textes en français, et moi je faisais la musique. Et on avait un tout premier batteur et un tout premier bassiste, et les choses ont évolué comme ça, sachant qu'à la base, moi je devais être que le pianiste du groupe. Hmm. Et on avait notre chanteur bassiste qui s'appelait à l'époque Gervasoni Stéphane et qui pouvait jamais être là. Et donc du coup, comme il n'était pas là, on devait travailler les morceaux. Et donc je me suis mis au chant. Et c'est resté comme ça. Stéphane est parti. Et on est resté donc avec... il y avait Toff, on est resté avec... euh, comment s'appelle, le fils du patron des magasins western. Ouais, Donc Sébastien Fragnol. Et donc avec Christophe Goulouzel. Et on a eu d'accord. des bassistes comme ça qui sont venus. Et des guitaristes qui sont venus. Et des batteurs qui sont venus. Donc après, il y a eu le service militaire, un passage à Londres. Service militaire, ouais, c'était l'époque où on faisait encore le service militaire. Mhm. J'étais mobilisé pendant une petite année, je suis revenu et j'ai préparé mon départ à Londres, qui était quelque chose de planifié pour partir pour une mission d'un peu plus de 2 ans, où je suis parti à Londres, effectivement, ouais. Et 2 ans plus tard, tu reviens, tu retrouves Toff. Ouais, que j'ai quitté et qui a été douloureusement, puisque il savait que je devais partir et du coup ça devait faire arrêter les projets du groupe. Mais on avait convenu d'un commun accord que le groupe pouvait continuer. Ils ont pris une chanteuse pendant 2 ans. Mhm. Et quand je suis revenu, il m'a dit t'es revenu et on repart sur le groupe. Le groupe entre-temps s'est formé différemment et on a décidé de changer le nom du groupe Mhm. et de s'appeler Nel. Nel. Nel démarre. Quelques temps après, en 2000, si j'ai bien noté, et 2003, tu as 2 filles Oui, c'est ça. que Moi, je je, ne vois pas beaucoup dans leur jeunesse ça a apparemment. été compliqué. J'ai eu ma première fille en 2000 à Mhm. Romans, donc j'étais à Romans. On a eu quelques complications avec leur mère. On est parti vivre à Lyon Mhm. et on décide d'avoir la deuxième. Et là, c'est effectivement, on se sépare avec pertes et fracas, les procès et tout ce qui s'ensuit. Et je me retrouve dans une situation où justement, je suis séparé de mes enfants. Je retourne dans la Drôme. Mhm. Et je suis dans une approche de la vie complètement différente. Quand on décide de construire une vie de famille, de se poser, on a un petit peu les plans tracés et on se rend compte que la vie se passe pas toujours comme on veut et qu'il faut se reconstruire et refaire des choses.
Entre-temps, moi, je travaille. J'avais eu des postes de cadre. Moi, j'ai bossé dans le... Mais il y a un moment où on se dit, tout ce qu'on planifie et tout ce qu'on fait est jamais prévisible. Et il y a des choses qu'on veut faire qu'on fait jamais. Et moi, j'avais l'optique de faire un album. Ouais. C'est-à-dire, il faudrait que je le fasse au moins une fois dans ma vie. Et ça a été un des tournants de ma vie. Et il arrive en 2005, cet album? Oui, dès 2004, début 2005, je commence à travailler avec Toff sur un projet d'album qui regroupe un petit peu des morceaux qu'on avait un peu fait avant, d'autres nouveaux. Moi, je revenais de Londres, donc avec une culture anglo-saxonne, la musique anglo-saxonne. Je voyais ces petits groupes anglais qui rentraient le matin en studio et qui ressortaient le soir avec une galette. C'est un monde complètement différent, le monde anglo-saxon et spécialement à Londres. La musique fait partie de leur vie. Ils ont quand même des... Oui, c'est culturel. Enfin, voilà, nous, culturel. c'est ça. Nous, à notre époque, on a des Lio, ils ont des Rolling Stones, et donc on n'est pas du tout, et ils ont des Beatles, ils ont une culture musicale qui est complètement différente. Je reviens avec tout ce bagage et je compose donc la musique, souvent seul. On a la chance d'avoir une immense salle de répète à disposition où on peut y vivre quasiment dedans, et on y vit quasiment dans cette salle. Et on compose ce qu'allait devenir Qui 2, cet album qui serait notre premier et surtout un projet. Ouais. Donc 2500 exemplaires et un an plus tard, à le défendre en tournée. C'est ça, j'ai même arrêté de travailler. Moi, j'avais un poste de cadre dans une boîte tranquille et j'arrête. Donc j'arrête, c'est vraiment un gros passage de décider de tout arrêter pour tenter une aventure. Tout le monde va vous dire c'est complètement fou, il y a un boulot, il gagne plein d'argent, donc on change de voiture, on change de maison, on change de tout et on se lance dans un projet qui est fou. Avec Toff, on aura fait presque 300 concerts, donc quand même pas mal à défendre cet album qui s'est curieusement bien vendu, qui a été entièrement autoproduit et avec lequel on a gagné un peu d'argent. On a gagné vraiment de l'argent, ce qui était un peu rare sur une époque de se dire oui, mais vous ne pouvez pas vivre de votre musique. On a pu en vivre, on a pu bien gagner. Déjà 2500 exemplaires, c'est pas mal. En autoproduction. Quand on voit que Lio qui chantait Prévert avait fait 1500 à l'époque. Ah ouais, je ne savais pas ça. Donc voilà, non, ça fait mieux que Lio. Oui. Un an après à la FNAC, parce qu'on a réussi à être distribué en national à la FNAC, ce qui était un pari fou aussi, de se présenter à la FNAC et de dire ok, on veut que notre CD soit mis en vente à la FNAC et on veut que quand on le flash au code barre, on puisse l'entendre avec le casque. Et un an après, ils s'en vendent encore un par semaine, ça paraît peut-être peu, mais pour un groupe autoprod et d'arriver à vendre, d'avoir des gens qui habitent à Lille et qui disent je voudrais l'album de Nel Qui 2 et qu'on les vende, c'était quand même exceptionnel. Donc pour nous, c'était exceptionnel. Et c'était un autre monde aussi à l'époque où les gens n'écoutaient pas... les gens achetaient des CD. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Les gens écoutent sur YouTube et écoutent sur Deezer, Spotify. Mais les gens achètent moins de CD. Donc pour vous encadrer, vous avez créé une association, Yellow Bikes. Yellow Bikes, qui a duré 7 ans. Ouais, Yellow Bikes, c'est encore pareil. Tous les noms ont une histoire. On crée cette association pour organiser le festival du bouche à oreille. On a eu pas mal de groupes qui ont joué dessus et on s'est dit avec les financements, on allait pouvoir financer l'album. Qui 2, il a coûté, je sais que c'est pas trop bien de parler de l'argent, mais c'est bien des fois aussi que les gens voient. Qui 2, c'est 8500 € de coût total pour l'album qu'on a payé justement avec ce festival qu'on a organisé quasiment 7 ans. Il y a eu 7 éditions du bouche à oreille et qui a tellement bien fonctionné que le jour où on a voulu l'arrêter à l'espace François Mitterrand, la mairie nous a dit non, on vous donne une subvention, mais vous continuez. On veut que vous le fassiez. Ça réunissait des gens. On avait fait une billetterie qui n'était pas très chère. Je crois que c'était 8 € la billetterie pour 4 groupes. Ça va, Et on avait fait exprès de faire le hot dog et la boisson. Je crois que c'était 2 €. Donc ça faisait un petit billet de 10. Et on a vu réellement des parents en minivan emmener des groupes d'enfants pour y aller parce qu'il y avait un côté intergénérationnel où tout le monde pouvait se mélanger. Il y avait une sécurité, il y avait quelque chose qu'on connaît peut-être pas aujourd'hui où tout le monde était bon enfant et avec quelque chose qui faisait vivre la communauté artistiquement. Nous, ça nous a vraiment plu. Un peu plus insouciante qu'actuellement, quoi. Ouais. Et Yellow Bikes vient de ce même Américain qui a peint avec moi la voiture, la petite Talbot, la Olga.
c'est qu'un jour, on s'arrête à un feu rouge avec tous les deux et on voit passer une belle demoiselle, une charmante demoiselle qui traverse avec son vélo jaune. Ouais. Et il me dit, avec son accent américain, regarde, il y a un très beau joli, tu as vu le joli vélo jaune. Donc, du coup, c'est gardé. Et chaque fois qu'on voyait des jolies filles, on disait, ah, il y a un beau vélo jaune. Et donc, c'est resté Yellow Bikes. Donc, je sais pas si c'est bien à notre époque aujourd'hui, on dit, on pourrait. Désormais, c'est compliqué, on va dire. Puis, vous rencontrez du monde. Ouais. Il y a pas mal de monde qui s'intéresse à votre projet. Mm-hmm. Vous rencontrez donc Jérôme Buig. Oui, on rencontre Jérôme Buig. On rencontre d'abord un manager qui nous fait un petit peu voir du grand monde. On a même eu l'occasion de pouvoir, pour la fête de l'UMA à Bordeaux, passer du temps avec Georges Moustaki, Rachita. Donc c'était quand même, on va dire, une étape au-dessus. Pouvoir prendre le petit-déj avec eux, voir la scène, voir un peu les... Et c'était un autre monde, mais sauf que ce qu'on savait pas, c'est que il est parti avec la caisse. Et donc le peu de concerts qui nous semblaient super bien payés, il est parti avec la caisse. Et on a eu un petit peu du mal, mais ça avait suffisamment intéressé de gens pour pouvoir passer un cap au-dessus. On a eu l'occasion d'avoir un rendez-vous avec la maison Wagram. La maison Wagram, c'est une maison de Corneille, là, qui nous avait commandé 3 titres. On a pu travailler avec Jérôme Buig, qui est un personnage extraordinaire. Il a fait des choses où tout le monde pourrait aujourd'hui un peu rigoler, mais c'est lui qui joue les guitares sur tous les albums de Patrick Sébastien, par exemple. Donc, tourner serviette, tout ça et tout. Mais c'est un vrai, humainement et artistiquement et musicalement, nous a fait voir la musique d'un autre aspect, et on a pu travailler chez lui dans des conditions optimales, que ce soit humaines et que ce soit artistique, et on a créé ce deuxième album Populaire, qui était un album exclusivement français pour le coup. En quelle année Populaire? On va dire Populaire, c'était après Qui 2 jusqu'à là, on a mis une date de sortie, on va dire 2011, parce que c'était la fin de Nel, mais en vérité c'était un petit peu avant, donc c'était entre 2009 et 2010 le temps de travailler. Ouais. Et donc on arrive à la fin de Nel 2011. Séparation douloureuse, apparemment. Compliqué, ouais. Oui. Compliqué, Toff, c'était devenu un frère. C'est le parrain de ma première fille. On a tout vécu ensemble. On a vécu nos séparations, notre adolescence. On s'est rencontrés, on avait 17 ans. Donc on avait vraiment une vie qu'on partageait quasiment ensemble. Il avait les clés de chez moi, il passait par la fenêtre quand j'étais pas. C'était une vie où on traversait tout ensemble. Mais avec l'arrivée de ces déblocages, le fait de pouvoir avoir un label, de pouvoir avoir des projets un peu plus gros, on a eu un petit peu des divergences, que ce soit artistiques, où j'étais persuadé pour moi qu'il y avait vraiment besoin de travail et que c'était que le début. Et lui avait cette approche qui était beaucoup plus sur le fait que le talent ou l'art, c'est quelque chose d'inné et qui n'a peut-être pas forcément besoin de changer ou de progresser. Et on commençait à s'accrocher de plus en plus souvent. Et je l'avoue, il y a un moment où je lui ai dit, il va falloir travailler ou il va falloir partir. Parce qu'on ne peut pas faire les choses comme ça. Il a senti que c'était un petit peu chaud. Et il a fait dans son coin un petit projet solo qu'il a présenté au label, en disant voilà, Nel c'est un peu chaud, mais moi j'ai quand même un projet solo. Et de ça, on est parti un petit peu dans un accrochage où moi j'ai dit moi je veux, c'est terminé. Et je me suis rendu compte qu'en fait on passait beaucoup plus de temps à résoudre des problèmes humains et internes qu'à faire de la musique. Et donc j'ai un peu été dégoûté de la musique et j'ai dit j'arrête. Donc la lassitude du milieu. Ouais, ce côté très côté personnel, c'est ça, égocentrique. Qui est le leader, qui est comment on fait, et le problème c'est que je reste encore persuadé aujourd'hui que c'est pas l'artiste qui décide de ce qu'il est.
lui, il fait de l'art, il fait de la musique, c'est le public qui décide. Ouais. Au bout du compte, c'est le public qui décide. Et on a beau penser qu'on est les meilleurs du monde. Je connais énormément d'artistes qui font de la musique, qui ont l'impression qu'ils ne vendent pas et qu'ils ne réussissent pas et qui vont me dire le public n'a pas compris. Mais en fait, c'est le public qui comprend tout. C'est le public qui choisit s'il va aimer ou s'il va pas aimer. C'est lui qui décide si ça le touche, si ça le touche pas, si Oui. c'est en adéquation avec ce qu'il est, ce qu'il pense. Sa sensibilité. C'est exactement ça. Et si on arrive à avoir un public, c'est que ce qu'on dit touche d'autres personnes. Et si on touche pas de public, ça veut pas forcément dire que ce qu'on pense est pas bon, mais qu'on est peut-être le seul à le penser ou qu'on est peut-être le seul à le faire et que peut-être ça nécessite pas d'être partagé par un plus grand nombre. C'est le public qui fait les, entre guillemets, les stars. Et c'est certainement pas les gens qui s'autoproclament des artistes. Un artiste, il faut qu'il ait un public, il n'est rien sans public. Et donc, tu te plonges dans le monde du travail, des fautes musicales, pendant 9 ans. Ben, je refais ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire de la direction, de la gestion. Peut-être ce qui m'a porté un petit peu préjudice même dans le monde de la musique, puisqu'on a un côté un petit peu, on va dire, dans la musique ou dans l'art en général, quelque chose qui est un petit peu plus rêveur, moins organisé, moins structuré. Et moi, j'ai un peu ce milieu des deux. J'ai pas envie d'être catalogué dans une étiquette. J'aime l'art, j'aime faire de la musique, mais j'aime aussi la rigueur de faire les choses, de les organiser. Et dans le monde du travail, on va dire, il y a une grosse structure où il faut faire de la performance constamment et il faut gérer. Mais par contre, on n'a pas de côté humain. Des fois, ça me manque beaucoup ce côté humain. Ou alors, il est sous des faux prétextes. Genre, on veut gérer le bonheur des gens au travail, mais la réalité, c'est qu'on veut juste qu'ils soient plus productifs. Et le côté artistique, c'est l'inverse. C'est qu'on ne va pas se poser des questions de savoir si on est légitime ou pas. Et au contraire, on va vivre dans une sorte de béatitude sans avoir de rigueur artistique. Et je suis persuadé que c'est un peu les deux. Donc je retourne dans ce monde du travail. Je bosse comme directeur et ensuite je décide de faire une autre chose que j'avais toujours voulu faire, c'était de monter ma propre société que je monte en 2015. Et je monte cette une société de facility qui fonctionne très bien. Je monte avec mon ex-conjointe jusqu'en 2019, fin 2019, juste avant le confinement. Et là, on se sépare. Et donc, pareil, avec pertes et fracas, procès, avocat, et on se rend compte que c'est toujours la même rengaine. Alors, c'est peut-être moi le problème réellement. Mais donc, elle part et je décide pour des raisons de santé, des raisons de sens, parce que j'aime faire les choses qui ont du sens, de fermer la société. Et il se trouve qu'après, on se retrouve confiné et coincé à la maison. Donc, je pars d'une vie à prendre l'avion, à prendre le train, à avoir des clients, à tourner de partout, à être du matin au soir, à vivre son travail. Parce que moi, que ce soit la musique, que ce soit le boulot, j'ai toujours vécu le travail, ça n'a jamais été une contrainte. Et là, on se retrouve enfermé chez soi, à rien pouvoir faire, bloqué. Et là, tu reviens à tes premiers amours, la musique. Eh ben, celle qui t'avait tant déçu, ouais. mais que tu aimes tant. Ben oui, parce qu'on se retrouve coincé et on se dit il faut qu'on se repose. Et moi, je me suis dit il faut que je me repose, il faut que je reprenne un petit peu du recul et que je fasse un petit peu des choses pour moi. Mais le problème, c'est que c'est une vie sans rien faire, c'est très compliqué pour moi. Donc du coup, je fais un peu des travaux chez moi, je refais ma petite terrasse, je monte ma petite piscine, je fais mon petit truc, mais ça me suffit pas. Je décide de dire, il faut que je veux apprendre une nouvelle langue, donc du coup, je commence à apprendre le russe. Après, je dis, ça me suffit pas, il faut que j'écris ce que je pense de la situation. Donc je commence à écrire un livre, et j'ai une vieille amie, celle qui a trouvé le nom de Qui 2, l'album. Et Qui 2, j'avais noté, c'est le coefficient de dépendance entre deux éléments. Ouais. Et c'est pour ça que l'album s'appelait Qui 2, c'est-à-dire entre le public et l'artiste. Qu'est-ce qui est le lien qui les connecte en dépendance? C'est cet album-là. Et cette amie, Gaëlle, pour ne pas la nommer, qui est une amie de longue date, me dit, écoute, j'ai ma petite sœur qui se marie. Il faudrait que tu écris une chanson. Il faudrait que tu écris une chanson pour ma petite sœur. Et je dis, waouh, écrire une chanson, c'est compliqué. Le mariage, c'est quand même un moment de sa vie qui est hyper important. Mais je relève le défi et j'écris cette chanson pour sa sœur que j'envoie. Et là, je me rends compte, je dis, mais tu sais toujours écrire des chansons et tu aimes toujours autant faire des chansons.
Et je commence à écrire des chansons et je commence à les écrire avec mon téléphone. Donc j'ai un petit iPhone, j'achète un petit micro qui se branche dessus, un petit micro Shure que je trouve sur le site de vente d'Apple. J'ai GarageBand, un petit logiciel gratuit et je commence à écrire cet album et je commence à écrire ces chansons et à les mixer, à prendre mes voix, à prendre mes guitares et je compose ce qui devient aujourd'hui City with No Name. Et donc tu commences à présenter un peu ton travail sur les réseaux. C'est ça, je commence à faire une petite vidéo noir et blanc, je commence à présenter un peu et je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui se mettent sur le réseau. La vidéo fait 5000 vues, ce que tu me dis, tiens, 5000 vues c'est pas mal. Mais je sens que ça prend au jeu et j'ai une personne qui me contacte, que je connais pas du tout, qui est dans les amis, qui s'appelle Chris Lena. Et il me dit, écoute Stan, j'ai vu ton travail, je voudrais qu'on se rencontre. Je dis bon, ok, d'accord, on va se rencontrer. Je sais pas trop qui. Je sais qu'il avait fait des émissions de radio qui étaient pas mal. Il avait même interviewé un des guitaristes de David Bowie. Donc le mec, c'était qui. Et il écrivait quelques livres. Et donc je décide d'accepter et je vais chez lui. Et on commence à discuter de ce projet, de ma musique. On commence à le faire écouter. Et il me convainc que ce projet peut pas être juste avec le téléphone, parce que c'était l'objectif du début, c'était de tout faire avec mon téléphone, de le mettre en ligne et de faire ce projet entièrement au téléphone. Et il me convainc de faire quelque chose de plus gros, de faire un studio, de prendre des musiciens. Je lui dis mais c'est pas possible, j'ai pas ni les moyens, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Et là il me débloque des solutions, il me trouve un studio, il met en contact avec les musiciens. Ouais, ça commence avec Tony, qui nous a fait quelques prises de son. Et puis, on commence à avoir... moi, je voulais depuis longtemps jouer avec Edgar Kastner, qui est un ami de longue date. On essaye quelques musiciens. Alors, certains vont. Il y a un bassiste qu'on a essayé, quelques bassistes plus ou moins adéquats. Je peux pas dire qu'ils sont pas bons parce que c'est des bassistes qui sont très 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 bons, mais ça correspondait pas au projet, même si aujourd'hui il y a des très très bonnes relations. Et on commence à prendre ces sons. On a Philippe Berrurier qui nous rejoint, qui avait joué avec Peps, on en a parlé. Il y a Edgar, on a Tommy Rizzitelli qui est juste un batteur, le batteur monstrueux, un vrai batteur qui et même humainement qui est le plus calme, le plus secret quand on discute. Très calme, très posé, très discret. Mais d'une qualité humaine et d'un abord simple, quoi. Et donc, d'ailleurs, on va chez lui et qui me sort l'album Qui 2 qu'il avait, donc c'était la boucle était bouclée. Et Philippe Berrurier, qui est le cousin de mon ami Jérôme Berrurier, avec qui on jouait au début ensemble pour faire de la musique quand j'étais en confinement. Et on commençait à faire d'abord des reprises, et puis on a commencé à composer des choses, et qui est vraiment l'ami du début avec qui tout a démarré. Donc oui, ça prend forme. Je rencontre Sylvain Faux qui est là qui était censé au début masteriser l'album, mais qui regarde et qui vient, il me dit ok, est-ce que tu voudrais pas essayer quelque chose avec le clavier, je vais t'emmener mon ordi pour que tu aies des meilleurs sons. Et ça s'est créé comme ça, et Sylvain aujourd'hui est vraiment le coproducteur de l'album qui est The City with No Name. Il est de partout, il sait dialoguer avec les musiciens, il a une approche artistique qui est juste... C'est un peu la clé de voûte qui permet à l'ensemble totalement la clé de voûte, c'est lui qui fait le lien, c'est lui qui sait traiter le son, c'est lui qui a apporté et surtout une communication, c'est-à-dire j'ai quelqu'un avec qui communiquer, lui dire tiens on pourrait faire ça, il a rajouté de l'orgue, il a rajouté des bugles, on fait une orchestration sur mécanique du pictogramme. Dans la vision et dans les échanges, il est aujourd'hui passé du simple musicien au mastering, au coproduction, coproducteur total et c'est sa société qui est SFX qui est maintenant vraiment entièrement coproductrice avec l'association qu'on a nous qui produit, qui est Prise de Sound, et donc les deux sont vraiment coproducteurs du projet. D'accord.
tous ces gens-là qui gravitent autour du projet, on va pas dire de toi parce que c'est plus le projet qui prime, tu les as appelés les satellites. Ouais. Donc Ouais. le nom, il vient d'où Eh ben, satellites ou satellite, c'est un mot qu'on utilisait beaucoup avec Toff sur le fait d'avoir des choses qui gravitent. C'était un mot qu'on utilisait beaucoup même dans nos chansons, dans les choses. Et j'ai toujours aimé ce mot et ce fait de graviter autour. Aujourd'hui, on a la Lune qui est un satellite qui tourne autour de la Terre et qui a un effet pour la Terre. C'est-à-dire qu'elle a un réel effet. Et j'ai toujours pensé que même dans un projet solo, on ne fait jamais rien tout seul. Je ne pense que ça n'existe pas. Je pense que la phrase qui dit je me suis fait tout seul et je dois rien à personne est un mensonge collectif. On n'existe pas sans les autres. On ne fait rien sans les autres. Et on peut pas. Et c'était complètement fou pour moi de pouvoir créer un album solo et de dire salut, c'est Stan. Ouais. Il y a tellement d'autres choses. Et en même temps, je savais pas trop qui allait graviter, et puis ils représentent tous les satellites, ça représente effectivement les musiciens, les projets qui tournent autour, mais ça représente aussi le public qui vient, ça représente des personnes comme toi qui font aujourd'hui et qui a fait depuis longtemps, c'est Bastring maintenant, que c'est bastring.com, et qui suit, c'est tous ces gens qui gravitent autour et qui font que le projet ne devient pas juste une envie personnelle et une satisfaction personnelle, mais quelque chose qui nous dépasse et qui nous appartient plus. Aujourd'hui, ce projet ne m'appartient plus. C'est plus le mien à moi, c'est celui des gens qui attendent, même avec désespérément, que l'album soit fini. C'est les musiciens derrière qui ont tourné, c'est un Philippe Berruyer qui a pris les basses dans son home studio, coupé de tout le monde, avec des communications qui s'est déchaîné. C'est un Tommy Rizzitelli qui va dans un studio avec Tony, avec toutes les contraintes techniques qu'on a eues et les problèmes techniques qu'on a eus, et qui va trouver la solution pour faire et jouer la batterie. C'est même quelqu'un comme Tony et son studio où où le projet après a grandi et qui pouvait plus derrière assumer tout seul la gestion de ce projet. Mais c'est toutes ces personnes-là qui présentent, c'est les bassistes qui se sont essayés, c'est les batteurs qui se sont essayés. On a Jean-Claude François qui a essayé de faire la batterie, et puis on a essayé, puis ça s'est fait c'était peut-être pas le batteur qu'il fallait, mais il a contribué, et pour moi il est considéré aujourd'hui encore comme un satellite, et toutes ces personnes-là. D'accord. C'est plus moi. C'est plus toi, c'est nous. C'est exactement ça, je trouve que ce nous est très beau. Et je trouve qu'un projet, c'est justement la différence entre une idée et un projet, c'est d'arriver à transformer ce moi en nous. Exactement. Donc, tu as rencontré beaucoup d'artistes, tu as rencontré pas mal de monde. On arrive à I Don't Know Why. Le single. Le single, dont nous voyons le titre sur le tableau ci présent. Oui, Christelle Rodriguez qui a eu la gentillesse, un autre satellite d'ailleurs, qui a eu la gentillesse de pouvoir faire cette toile avec pour unique contrainte d'avoir la musique et de peindre ce qui lui inspirait, donc avec ce côté un peu sombre et cette ouverture, et qui permet d'apporter un peu des choses, et qui sera gagné, donc on fera certainement un tirage au sort ce week-end à l'une des personnes en pré-vente pour qu'ils la reçoivent avant Noël. D'accord. Et chaque single aura une œuvre artistique. Alors j'avais dit que des toiles, mais ça pourrait être aussi des photos encadrées, ça pourrait être, là j'ai peut-être un sculpteur qui va se mettre sur le projet, donc une sculpture, et c'est encore une fois de rajouter des satellites. Et I Don't Know Why, elle a été écrite dans des conditions plutôt particulières. J'ai une amie d'extrême longue date, une vraie amie, Karine Carr, donc je peux donner son nom, et son mari Nicolas, qui sont des vraies belles personnes, des personnes comme on a, ces amis qu'on ne voit pas souvent, qui sont rares, mais on est toujours en contact, et qu'on sait que même si on ne se contacte pas pendant 1 an, on va se rappeler, ça sera comme si c'était hier. Et elle en fait partie, ils en font partie les deux. Et j'ai eu la chance à un moment de dire ok, je viens chez vous, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, je viens et on passe un petit peu du temps ensemble. Et donc je monte chez eux et on fait un très bon repas. Le mari cuisine
très très bien. Donc Nico cuisine à merveille et il nous sort une petite bouteille de prune. Et je sais, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, tout ce qu'on veut, mais et moi en plus qui ne suis pas un grand buveur d'alcool, De temps en temps, ça fait plaisir. on se retrouve dans un état qui est plutôt jovial, mais bien entouré. Je dis toujours que c'est plus important de savoir avec qui on boit que ce que l'on boit. Et on a ce piano chez eux, au milieu du salon, et on commence à se poser ensemble, à jouer. Lui joue, moi je joue, on s'amuse. Karine qui nous filme parce qu'elle trouve ça rigolo. Et je me pose au piano et je joue cette mélodie et je fredonne quelques chansons, mais un petit peu sans vraiment savoir pourquoi. Elle filme et elle me l'envoie à mon retour chez moi. Et là, je me dis, mais c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et donc, j'avais cette phrase dans le chant, il y a I don't know why. Et donc, je décide d'écrire cette chanson. Cette chanson, elle est née d'une soirée et d'une rencontre avec les amis. Ah ouais, tu veux virer le chat? Ah ben voilà. On a un chat qui nous embête, Voilà. qui s'appelle Noisette. Eh ben Noisette a tenté. Noisette, la prochaine fois, tu finis au four. Elle veut faire des vidéos. Elle veut faire l'interview, on la mettra peut-être, on verra après si elle veut nous faire une interview, si elle a quelque chose à nous dire. Noisette. Donc voilà. Donc avant l'intervention de Noisette, nous en étions on va parler de l'enregistrement très long. Il y a eu le Covid, il y a eu tous ces éléments qui ont fait que l'enregistrement s'est allongé plus que prévu. Et donc maintenant on en est au mastering. Ouais, on finit même les mixages et mastering. C'est un projet qui s'est construit en même temps qu'il avançait, puisque à la base c'était parti pour être un projet totalement solo et fait avec un téléphone, et on se retrouve à le faire dans un studio, puis dans un deuxième, puis on change les pistes, puis on réenregistre. On rajoute des cuivres, on rajoute des orchestrations, on rajoute une chanteuse lyrique, on rajoute du slam, et plus c'est période Covid, plus c'est long déplacement. Le studio de Tony est très 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 loin, il est un peu au fin fond de l'Ardèche, donc du coup d'y aller, d'emmener les matériels. Et puis il se trouve qu'ensuite le studio de Tony suffisait pas, il manquait des choses et qu'il fallait faire reprendre des pistes. Donc on a repris des pistes, on a eu des musiciens qui se sont additionnés, et les choses ont fait qu'elles ont pris énormément de temps. Le mixage qui devait être une simple formalité, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de pistes qu'il faut mixer, qu'il faut des compétences, il faut des gens pour mixer correctement. Heureusement, encore une fois, qu'il y a Sylvain. Et les choses prennent du temps. Et elles ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Et oui, là, on est en train de finir des mixages et des masterings. Et c'est pour ça qu'on fait sortir les singles, pour que les gens quand même puissent avoir matière, sachant quand même que ceux qui auront acheté l'album pourront entendre l'album entièrement, et les autres n'auront l'album à disposition qu'une fois que tous les singles sont sortis. Et donc ce qui permet d'avoir une différence de traitement entre les... Ouais, ça paraît logique. Bah oui, entre ceux qui ont acheté... On fait l'effort d'investir. C'est ça. Avec quelques petites surprises pour les préventes. Mais qu'il y aura sur les personnes qui ont réservé avant les sorties de singles, qu'on considère qu'ils sont un peu des privilégiés, qu'on va essayer de traiter de manière privilégiée. Idem pour les toiles et les 10 œuvres qu'on va offrir pour cela. Et donc voilà, on va avoir un petit traitement un petit peu différent, mais on continue. Il nous manque 2 prises de voix en enregistrement. On a Isabelle qui doit venir faire ses voix, donc qui fait Opéra de Paris, qui a fait l'Opéra de Milan, donc quelqu'un qui est extraordinaire et qui doit prendre des voix, mais c'est nous qui ne nous sentons pas à la hauteur. Il faut quand même prendre une chanteuse d'opéra en prise de son, l'intégrer et la mixer. C'est pas une mince affaire. C'est un autre niveau, mais c'est encore une fois un énorme privilège de pouvoir avoir une chanteuse de cette ampleur sur l'album, et on se dit que ça vaut le coup de pouvoir prendre le temps de le faire correctement, autant pour nous que pour les personnes qui vont avoir l'album. Et puis il y a cette grosse question qui est qu'à partir du moment où on décide que c'est fini, c'est quelque chose qui va être figé dans le marbre pour tout le temps.
Oui, après, il n'y aura plus que lui pour se défendre et nous pour le... Et voilà, on pourra plus dire il faut remixer, on peut changer, on peut remettre un truc. C'est fini, c'est quelque chose qui sera gravé dans le marbre comme quelque chose de définitif. Donc c'est vrai que des fois, ça nous fait poser des questions sur les mixages, sur les masterings, sur les notes. Mais ça prend bonne tournure. On a Don't Know Why qui sort là donc en single ce mois-ci. Le mois prochain, ce sera You Can Try to Hide. Et normalement, le 3e single sera One More Time. Donc voilà, 2e titre. Et on verra après pour dans la suite. D'ici là, l'album sera fini et sera posé. On aura la pochette définitive et les choses seront un peu posées. C'est pour ça qu'on est très désolé par rapport à tout ce retard parce que les gens ils attendent. Mais on ne vend pas des chaussures, on ne vend pas des jouets ou des. On essaye de faire une œuvre et de le faire le mieux possible et de donner le meilleur de ce qu'on soit capable de donner pour que ceux qui ont fait cet effort ou même cette gentillesse de nous croire et donc de faire partie des satellites puissent avoir ce CD comme un symbole de leur partie réelle intégrante au projet. Donc on va bientôt arriver à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, que tu aimerais évoquer Ah ben non, c'est juste que ça a été ces 2 derniers mois où j'étais quelques mois où j'étais un petit peu moins présent dans le on va dire la sphère dans les réseaux sociaux. Il y a aussi les choses personnelles, c'est-à-dire que là aujourd'hui on parle de projet, il y a des choses de la vie. Moi ces derniers temps j'ai déménagé 2-3 fois déjà. Il y a des aspects plus personnels, des remises en question. On vit des périodes aujourd'hui qui sont pas faciles avec ces histoires de virus, avec ces histoires de sociétales où j'ai senti et j'ai été honnêtement bouleversé. C'est de voir ces sortes de guerres entre vaccinés, non vaccinés, il faut faire ci, il faut faire ça, la musique, attention, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. L'organisation du bus tour en Europe qui avec les règles qui changent tout le temps et c'est surtout une forme d'agressivité et de sorte de parti pris où il faudrait qu'il y ait des clans de chaque chose. Il y a un clivage de la société. C'est ça et que j'en avais pas déjà assez sur. Voilà, j'ai écouté les dernières infos où on nous dit bon ben voilà, si vous avez des repentis qui viennent, qui sont comme s'il y avait des criminels. Et j'ai été quand même un peu, j'avoue, chamboulé par le fait d'avoir un projet qui est censé unir les gens et de se retrouver dans des réseaux où aujourd'hui il faut prendre parti. Il y a des gens qui disent bah voilà, si les gens sont pas vaccinés, je supprime de mes amis Facebook. À l'inverse, ceux qui sont pas vaccinés, d'ici il y en a qui font de la promo pour le vaccin, je supprime de Facebook et des formes de guerre un petit peu où je me retrouve perdu et pas savoir me positionner par rapport à ça. Moi j'ai un avis qui est un avis totalement personnel et qui ne met pas en compétition ou qui ne veut pas dire que les autres peuvent pas avoir un avis différent qui me pose. Oui, mais absolument aucun problème. Mais après de se dire, on organise des concerts, est-ce que c'est bien de faire est-ce qu'il faut exiger des vaccins, exiger pas de vaccins, est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Moi personnellement, et quitte à me faire des ennemis, je suis pas vacciné et c'est pas prévu dans un avenir proche. Mais j'ai absolument rien contre ceux qui le font, j'ai absolument rien contre personne. Chacun prend ses décisions avec son propre corps et décide de se protéger ou pas protéger. Il n'y a pas de forme d'égoïsme pour moi de se poser des questions. C'est la preuve même d'une intelligence de se poser des questions et de prendre des décisions. C'est une forme d'adulte. Il y en a qui prennent des décisions dans un sens ou dans un autre. C'est être adulte, on prend nos décisions. Et je sens personne ami ou ennemi du fait de ses choix personnels. Et j'ai pas envie de choisir et de déterminer qui devraient être mes amis et mes ennemis. Et c'est compliqué. Donc ça a été un peu compliqué. Personnellement, ça a été compliqué. Là, on rattaque un petit peu les choses et je me dis, je vais me remettre sur les réseaux parce que il faut et que les gens intelligents comprendront et que ceux qui veulent pas le comprendre et qui veulent faire du clivage,
et ben ils en feront, mais en 100 mois, pour faire la guerre, il faut être 2, et moi, j'ai pas envie de la faire. C'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt à se faire la guerre. Non, aucun. Comme disait l'adage, faites l'amour, pas la guerre. Faites l'amour, pas la guerre. Donc, il y a des projets autour de la sortie d'album. Bah oui, Rien de déterminé vu qu'il n'y a pas de date. Si, on essaye, bien sûr, on a quelques projets. Déjà, il faut finir cet album parce que c'est un peu difficile de défendre un projet qui n'est pas encore dans les mains. Donc l'idée, c'est de le finir le plus vite possible, de sortir quelques singles, de préparer le traitement, on va dire, le traitement des préventes qui soit quelque chose de privilégié. Donc je pense qu'on va quand même organiser une petite sortie album avec tous ceux qui ont été les satellites, et de pouvoir avoir une invitation pour tous ceux qui ont fait la prévente qui puissent participer soit en réel et soit même aussi en visuel et faire partie du groupe. Trouver quelques solutions pour résoudre ce bus tour et ce single tour. Donc même s'il se fait que en France au début, de pouvoir aller vraiment chez les gens, de continuer à pouvoir aller chez les gens et chez les préventes certainement, pour pouvoir aller faire des concerts un peu privés et que les gens puissent venir. Donc voilà, l'idée c'est aujourd'hui de faire les singles, de les faire sortir, parce que honnêtement ça génère aussi des revenus, et qu'un projet, ça coûte des sous. L'idée c'est pas d'être millionnaire de ça, mais c'est que ça ne coûte rien et que tous les bénéfices qu'on fait vont être investis pour le projet, donc soit pour la réalisation de clips, soit pour la réalisation de concerts. On veut que ce soit un projet qui s'auto-alimente et que le public décide de ce qu'on va en faire. Donc s'il y a beaucoup de public, du coup on va devoir produire beaucoup de choses. S'il y a moins de public, c'est que le public il a peut-être pas envie qu'on fasse autant. Donc c'est vraiment au public de décider. Les préventes financent beaucoup. Il faudrait qu'on ait 1500 à 2000 préventes pour que le projet soit vraiment financé totalement, en payant convenablement les musiciens, les studios, payer tous les objets de promo, cette toile par exemple. Il faut savoir que les artistes, on ne leur demande pas de le faire gratuitement, parce que chaque artiste mérite d'avoir un salaire, et cette toile qu'on fait offrir aujourd'hui, l'artiste a été rémunéré pour ça, a été rémunéré via notre association, et on l'a fait gagner. C'est pas quelque chose qu'on a fait faire gratuitement, et on n'a pas demandé à quelqu'un de faire un effort pour nous et pour faire notre promo. C'est vraiment de créer un écosystème où tout le monde est rémunéré à sa juste valeur. Et c'est important. Okay. Voilà. Donc on arrive à la fin. Ouais. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Plein de choses. Et c'est encore une fois, je relance pas beaucoup les préventes parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de faire de la prévente sans l'album. Mais oui, la vente de l'album, ça va être quelque chose qui va être important. On va faire cette promo au maximum pour que le public puisse avoir ce CD qui soit en dur. Les concerts, c'est le problème vis-à-vis du pass. Je ne sais pas du tout encore comment m'y prendre. Ce sera certainement des concerts, des petits concerts de 50 personnes. J'aurais pas d'arriver à organiser des concerts sans discrimination. Oui. Et c'est donc on va trouver les solutions, on va essayer de trouver ces solutions, et ensuite, vu au nombre de CD vendus, la prochaine étape sera, après la campagne de promo, on fera des interviews au maximum, le maximum d'interviews radio, maximum d'interviews même des télévisions locales si on peut. Ça sera la réalisation d'un ou deux clips vidéo pour que les gens puissent la voir. Et donc voilà. Ok. Eh bien Stan, merci. Merci à toi. Je crois qu'on en a fini. Et ouais. Bonne ascension. Oui, à très bientôt en tout cas. Merci. Merci.